On est ravis de vous accueillir ce soir dans ce lycée La Providence qui nous accueille à Cholet. C'est un plaisir, comme j'ai déjà dit en début d'après-midi, de pouvoir se retrouver de nouveau et puis d'organiser cette conférence plénière suite à l'atelier de cet après-midi avec des adhérents et des non-adhérents rupture. Mais voilà, pour qu'on puisse partager, échanger nos bonnes pratiques, nos projets. On est ce soir à Cholet aussi parce que c'est important, j'ai déjà dit en début d'après-midi, pour nous de diffuser la dynamique sur différents territoires et qu'on engage de nouveaux acteurs économiques dans ces projets. Je suis donc Stéphanie Arnoux-Perrotin, pour ceux qui ne me connaissent pas ou que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Donc, je suis la directrice de l'association Rupture. J'ai la chance d'animer et de piloter cette belle association depuis maintenant 2 ans. Et ce soir, je serai votre animatrice. L'objectif, c'est que ce soir, on puisse essayer ensemble, au travers des témoignages et des interventions que l'on va voir, que l'on va entendre, de répondre à la question, est-ce que c'est possible en fait d'aller vers de nouveaux modèles économiques ou de transformer nos modèles économiques vers des modèles environnementaux, inclusifs, créatifs, mais qui sont aussi pérennes et durables. Alors cette soirée, elle va se dérouler en 3 temps. D'abord, on va faire une petite présentation de Rupture, ses missions, mais aussi ses actualités. On aura une deuxième partie d'inspiration avec l'intervention de Frédéric Mouillat de Patagonia. Donc Frédéric Mouillat de Patagonia. Tout à fait, je vous entends. En tout cas, merci Frédéric d'avoir maintenu votre intervention ce soir avec nous malgré le contexte. Et puis, je crois qu'on verra ensemble après, mais on a prévu, en tout cas, on a imaginé avec Frédéric qu'on pourra le faire revenir sur notre territoire pour échanger, parce que c'est ce qu'on voulait, et travailler sur des projets et sa vision, mais aussi votre vision de l'économie de demain et des modèles économiques ultérieurement. Donc voilà, ce n'est que partie remise, Frédéric. Puis en troisième partie, on a imaginé quand même une table ronde en fait avec 3 autres intervenants que je vous présenterai tout à l'heure. Mais l'objectif, c'est aussi de confronter un modèle comme Patagonia, une entreprise internationale, avec des modèles peut-être économiques un peu plus courants, entre guillemets, mais qu'on rencontre concrètement sur nos territoires. Et de voir en quoi il est possible, tous ensemble, de créer des nouveaux modèles. Voilà l'ordre du jour, le déroulé de cette soirée. Et puis pour maintenant commencer, c'est pas moi qui vais vous présenter l'association, mais c'est le président et le créateur de Rupture, donc Charles Barraud. Donc oui, je suis le président de Rupture, mais ça c'est juste pour un fait juridique. Je ne suis pas tout seul, on a été une quinzaine à créer. Moi j'ai eu l'idée, oui, tout seul, dans ma voiture, avec mon associé préféré, Marie, et j'ai pris mon petit bâton de pèlerin pour présenter ce qu'on pouvait faire dans le monde économique avec l'environnement, et qu'il fallait surtout arrêter d'opposer écologie et économie. Donc ça, je vous remonte, c'était il y a 4 ans. Donc il y a 4 ans, le sujet, comme on en parle aujourd'hui, était beaucoup moins dans les discussions quotidiennes dans les entreprises ou dans le monde économique. Donc on a créé Rupture, qui est basé essentiellement sur un scope développement éco, en entraînant aussi les jeunes générations avec nous. Et on parle au quotidien de l'environnement, du social, dans nos entreprises, comment faire évoluer nos modèles économiques, nos modèles commerciaux, la pérennité de nos boîtes, et imaginer le coup d'après. Parce que le réchauffement climatique, je vous rassure ou pas, on ne va rien y changer. Il est acté, on va vers un plus 3 degrés, quelle que soit la chose qu'on peut faire ce soir, demain, après-demain, on n'y changera rien du tout. Notre rôle, en fait, aujourd'hui, d'acteur économique, c'est de transmettre nos écosystèmes dans le meilleur état possible et suffisamment résilient et agile pour s'adapter. Donc, pour amortir tout simplement le changement. On ne fera pas de changement vraiment concret sur les impacts climatiques et géopolitiques qui vont nous arriver dans les 50 ans qui arrivent au grand maximum. Alors c'est quoi Rupture? Aujourd'hui, on a à peu près 140 adhérents. Ça évolue gentiment tous les ans. La première année, on était déjà une centaine. On évolue et surtout, on s'agrandit en termes géographiques. Aujourd'hui, on était très 85-44. La base de la création, donc forcément on a attiré des gens à proximité. Mais aujourd'hui on s'étend de plus en plus vers le 49, comme ce soir. On a également des adhérents sur le 17, sur le 72, et au fur et à mesure on devient une assoce régionale, finalement. Et ça c'est important. Je ne sais pas si un jour on sera national,
Si on devient national, bah, tant mieux. Et si on devient européen, tant mieux. Et si on reste régional, tant mieux aussi. Parce qu'en fait, on n'a pas d'ambition particulière pour nos personnes individuelles. On a une ambition par rapport à la cause et par rapport à la fonction de rupture. C'est toujours très bien mis en valeur. Chapeau à toute l'équipe, Stéphanie, Alexia, Myriam, je ne sais pas où elle est, Antoine et Mona. Vous faites un gros boulot en interne et avec des très gros partenaires qui nous accompagnent. L'idée, c'est de faire. Vous avez vu cet après-midi, on est sur des ateliers qui sont plutôt très concrets. On challenge les porteurs de projets, toujours dans la bienveillance, mais on est là pour aussi titiller les gens, hein, comme on dit, les amener sur des chemins qu'ils n'auraient pas imaginés. C'est notre rôle. Pour que tout ça, en fait, se concrétise et impacte de plus en plus pour un mieux environnemental et social. Parce que oui, je réponds à la question, c'est totalement possible de développer une activité économique qui gagne sa vie, qui apporte de la rentabilité, qui rémunère ses salariés, ses actionnaires, enfin, comme une vraie entreprise, ce qui est logique, mais en allant vers un mieux environnemental et social. Si on oppose tout le temps les deux, ça ne peut pas marcher. Et aujourd'hui, j'entends des fois, j'ai entendu cet après-midi dans quelques groupes, ah, c'est vachement dur de prendre en compte l'environnement et le social dans une activité économique, c'est beaucoup plus dur. En fait, c'est pas ce mot-là plus dur. C'est aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Donc il faut retourner ce plus dur en opportunité, de faire différemment pour que votre activité se développe et etc. soit pérenne. Alors le comment, vous avez vu les 9 fondements rupture. Les 9 fondements rupture, je ne les rebalaye pas, vous les avez vus cet après-midi. L'équipe a sorti un super jeu de cartes, 9 cartes. Et ce jeu de cartes a servi cet après-midi, mais nous sert aussi dans ce qu'on a lancé en début d'année. Je vais vous le présenter après. Ces fondements, on a mis du temps à les sortir. On a peut-être mis en fait 3 ans à les formaliser. Parce qu'on savait que notre job, c'était pour aller vers un mieux environnemental, social au monde économique. Mais en fait, on a mis longtemps à formaliser les choses autour des fondements. Alors, le comment, vous avez vu cet après-midi, on fait beaucoup d'animations comme ça, autour de groupes de travail collectifs, avec vous tous, mais aussi individuels. Hein. Chaque groupe, en fait, se réunit régulièrement, bosse sur des sujets avec un animateur, avec l'équipe rupture qui assure de la gestion de projet. Donc ça, c'est important. Dès la création de la SOS, on a eu un poste, en fait, gestion de projet, pour animer les plannings, les comptes rendus, les réunions, apporter du contenu, etc. Autrement, ça ne peut pas marcher. On est structuré autour de 11 chantiers, donc ça, c'est les têtes de chapeau. Donc il y a le bâtiment, il y a la mobilité, il y a le plastique, etc. Je ne vais pas tous les nommer. Et dans ces chantiers-là, on travaille des projets. Et je crois, en 2020, c'était 42 projets. Enfin, une quarantaine, on va dire. Voilà. Un peu moins, bon, 30. Ouais, 30, vendus. Qui ont été travaillés, avancés, des choses qui se concrétisent, des choses qui s'arrêtent. Parce qu'on se dit au bout d'un moment, bah, tiens, c'était pas une bonne idée. Mais au moins, on a essayé de pousser la réflexion jusqu'au bout. Et toujours avec nos adhérents. Donc ça, c'est important, c'est de l'hyper-collectif. On a eu 250 personnes sur 2020 qui ont participé à des groupes de travail, à des sujets, à des projets qui ont participé à Rupture. Donc, vous avez vu tout à l'heure, environ 140 adhérents, 250 personnes qui viennent dans Rupture, parce que les entreprises, en fait, nous envoient plusieurs personnes. Donc, ça commence à diffuser dans les entreprises. Donc, les 43, j'en ai parlé, les 160 actions, des témoignages. Ça, c'est le coup d'après. Donc, voilà le livre Rupture, coup d'après, qui a été édité fin d'année dernière. Donc, ça, c'est un recueil. On n'est pas sur un livre, c'est pas un roman. On est sur un recueil de solutions, de bonnes pratiques, de témoignages de chefs d'entreprise autour de solutions, autour de bonnes pratiques dans leur boîte, comme j'ai dit, mais aussi autour de lancement de nouvelles activités. Donc, sur une centaine de pages, l'équipe a synthétisé ça pour que ça soit facilement lisable, ouais, autour de 5 grandes fonctions. Donc, il y a la mobilité, le bâtiment, etc. Ça a été un gros travail. C'était important pour nous de le faire parce que ça permet de synthétiser, de faire voir concrètement le fruit du travail de chacun. Et surtout, c'est un outil de diffusion. Donc, il y a des entreprises qui en ont acheté ou qui en ont pris plusieurs exemplaires pour donner aux salariés, donner aux clients, donner aux fournisseurs. La nouveauté, je le disais tout à l'heure, donc on a créé un label Rupture début d'année. Donc, on a 3 premiers labellisés.
Donc, on a Alégina, Les Réparables et West Me Up. Donc, Les Réparables, Blandine viendra tout à l'heure échanger avec nous. West Me Up, vous avez peut-être vu les gobelets, West Me Up. Vous avez certainement mangé des gâteaux également, West Me Up, à partir de drèche de bière. Vous voyez le label. Donc, c'est un outil de communication, de challenge, parce qu'être labellisé, c'est pas. Enfin, il y a tout un travail de préparation avec l'équipe. On vient avec 9 adhérents rupture, chacun une carte, 9 fondements, et on va challenger porteur de projet pendant une demi-journée chez lui ou chez elle. Donc, on veut être dans le milieu en fait où la personne travaille. On ne veut pas le recevoir dans un milieu extérieur. Donc, ça, c'est super important. Et à la fin, si toutes les cases sont cochées, entre guillemets, il y a un label qui tombe. Et ce label permet de communiquer, on fait des interviews, enfin, on communique beaucoup autour de ça. Et ça permet aussi, si la personne en a besoin, d'aller voir des investisseurs. Ça, c'est la nouveauté. Moi, j'avais eu l'idée dès le départ. On avait parlé aussi avec les membres fondateurs. Tiens, il faut qu'on labellise, mais on ne savait pas trop comment faire. Le label, des fois, a une connotation commerciale, alors qu'on est une association d'intérêt général. Donc aujourd'hui, ce label est totalement gratuit. Il est pour les membres ou non membres. Voilà. On a déterminé beaucoup de choses et on l'a totalement bien structuré. Et l'équipe, avec Stéphanie, a super bien fait un travail en fait de méthodo qui nous permet vraiment en 3-4 heures de tout balayer et d'arriver à une synthèse en fait hyper objective et pragmatique. Donc voilà sur le label. Je crois que j'en ai terminé. Je vais juste terminer sur une réponse à la question, c'est possible, avec un super outil que j'ai dans ma poche, vous avez certainement, qui est l'arme fatale, c'est la carte bancaire. On en a tous une, ou deux, ou trois, ou 10. Mais ça, c'est l'arme fatale. Vous êtes des super héros avec ça, en fait. Parce que vous êtes responsable de vos achats, perso ou pro. Et tout part de là. Si vous ne comprenez pas que ça a un impact direct sur l'environnement, le social et le géopolitique, parce que tout ça va engendrer beaucoup de bouleversements au niveau mondial, vous n'avez pas encore compris. Donc ça, on parle beaucoup d'achat local, mais on parle aussi d'acheter des produits qui ont déjà imaginé leur fin de vie, ou la réparabilité, ou leur réemploi. Et là, vous êtes directement concerné et responsable. Donc regardez bien votre carte bancaire demain et dites-vous que vous êtes des super-héros pour changer le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup, Charles, pour cette présentation, introduction en fait à ce qui va suivre. Alors, j'aime beaucoup l'exemple de la carte bancaire parce qu'en plus, après, on va avoir une présentation sur un produit qu'on peut acheter et de grande consommation, on va dire, pas grande consommation, mais de consommation. Donc, ça va être des exemples très concrets après. Et vous allez voir quelles questions clés aussi en tant que consommateur, client, vous pouvez vous poser. Même si là, on va regarder ce soir et on va essayer de répondre à la question en tant qu'acteur économique aussi, comment on peut aider, impliquer nos parties prenantes, notamment, à évoluer et changer de modèle. Alors, pour cette deuxième partie de soirée, eh bien, je vais demander qu'on me remette en ligne Frédéric, je pense, voilà, qui est toujours avec nous. Frédéric, c'est bon, tu nous entends? Tout à fait, je vous entends, parfois de manière un peu saccadée, mais je vous entends. Donc l'objectif, c'était qu'on ait 30 minutes où vous puissiez présenter Patagonia, ses valeurs, son histoire, sa genèse, dans un mode inspiration, mais aussi nous dire en tant qu'entreprise internationale comment vous avez créé ce modèle, mais peut-être quels sont les défis aussi encore, malgré tout, à relever pour l'avenir. Donc je vous laisse partager votre présentation et puis je vous laisse nous présenter tout ça. Ok, merci Stéphanie. Bah, écoutez, déjà, bonjour à tous, bonsoir à tous et puis et à toutes. Et déjà, toutes mes excuses de ne pas être parmi vous. On avait prévu que je puisse être présent et puis malheureusement, bah, voilà, ça n'a pas pu être possible. Mais bon, en tout cas, ça va pouvoir se faire comme ça à distance. Vous permettre un petit peu de comprendre, de mieux connaître déjà Patagonia et puis comprendre un petit peu comment ça s'est structuré, puisque c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. On peut difficilement parler de Patagonia sans parler de son fondateur, Yvon Chouinard, qui donc a initié finalement comment il est venu à Patagonia et pour mieux comprendre un petit peu comment on en vient à construire une marque comme celle-ci, c'est pas quelqu'un qui était destiné à être un entrepreneur, c'était plutôt
un grimpeur qui a d'abord connu la grimpe, donc la montagne, via plutôt la nature. Il était passionné de faucons et de dressage de faucons. C'est comme ça qu'il a découvert un petit peu les parois en Californie, les parois il a découvert la grimpe par ce biais. Et c'est ce qui l'a mené peu à peu à développer son propre équipement. Il s'est passionné pour la grimpe, etc. Et c'est par là, en développant son équipement, que pour lui, à l'époque, ben, voilà, l'escalade, aujourd'hui, ça paraît aux yeux de tous quelque chose de normal, mais voilà, dans les années 50, c'était pas forcément établi, on ne trouvait pas forcément facilement du matériel, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, passionné par l'activité, il a développé son propre équipement, il a acheté une forge, il a monté un petit peu son petit workshop, son atelier, et de là, en fait, est née une activité de vente de avec Patagonia, mais voilà, c'était les débuts. Et puis, son premier contact avec le problème environnemental qu'on connaît aujourd'hui, il s'est fait via justement les parois. C'est-à-dire qu'il fabriquait des pitons, les pitons qu'on utilisait à l'époque pour l'escalade. Et ces mêmes pitons, en fait, c'est des pitons, c'est des sortes de pièces métalliques qu'on enfonçait dans la paroi et qui étaient à usage unique et qui donc restaient dans la paroi. Et ça, peu à peu, ils se sont rendus compte de l'impact que ça avait sur les parois, sur la nature. Et de là, il s'est dit, non, mais il faut faire évoluer les choses. Il a travaillé sur un projet de sorte de Python réutilisable, quelque chose qui a complètement changé la pratique de l'escalade. Et voilà un petit peu ce qui l'a amené dans les années 70 à d'abord s'intéresser au textile. Donc, précédemment, ça s'appelait Chouinard Equipment, cette première marque qu'il a montée. Et puis, voilà, dans 72, la partie textile est venue comment dire, compléter son activité, et de là, il l'a scindé. Et donc, ce qui était Chouinard Equipment, sur la partie matérielle, est resté encore jusque dans les années 80. Et puis, Patagonia est né en 73, avec donc, les grands débuts dans le textile. Plus tard, pour ceux qui connaissent, Chouinard Equipment s'est vendu aux salariés et est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui comme la marque de Black Diamond. Et Black Diamond, qui est une des principales marques d'escalade aujourd'hui dans le matériel, voilà, est anciennement Chouinard Equipment. Donc voilà un petit peu les débuts de Patagonia et de Chouinard et de Yvon Chouinard dans cette aventure. Et c'est surtout là que voilà, il y a cette sensibilité environnementale, il y a ce bagage de l'escalade, de la nature, et ça nous amène un petit peu à comprendre comment ça va cheminer ce projet entrepreneurial. Finalement, ça s'est pas fait en un jour, Patagonia, ça s'est construit avec plein de choses, des découvertes, des problèmes. Voilà, il faut bien comprendre que face au challenge qu'on a tous devant nous, même des marques comme celle-ci qui ont 50 ans d'âge, elles n'ont pas, dès les débuts, trouvé leur voie, mais qu'au contraire, ça s'est dessiné au fur et à mesure. Et quelques exemples de ça, dont je vous ai mis une trame ici qui retrace un peu l'histoire et les dates marquantes pour la marque. Vous voyez la dimension coton organique, coton bio aujourd'hui qu'on connaît, mais qui à l'époque n'existait quasiment pas. Il n'y avait pas de label, il n'y avait pas de structure, de voie comment dire, la production n'existait pas, donc il a fallu tout bâtir. Et quand il s'est rendu compte que les fibres qu'on utilisait jusque-là dans l'entreprise, on utilisait du synthétique, on utilisait du coton, on utilisait pas mal de fibres différentes, du nylon. Et suite à un audit, il s'est rendu compte que finalement, la fibre, on s'est rendu compte que c'était la fibre qu'on utilisait qui était la pire sur le plan environnemental, avec les herbicides, les pesticides qui sont utilisés pour la culture du coton et qui sont lourdement d'ailleurs utilisés dans la culture du coton. Et de là, ça a accéléré la prise de conscience. Donc, c'est à la fois les premières polaires qui sont fabriquées à partir de bouteilles plastiques recyclées. C'est le coton organique qui, sous l'espace de 2 ans, en fait, l'intégralité de la gamme qu'on pouvait produire à l'époque s'est transformée en coton organique. Et c'est là que la marque s'est taxée, c'est-à-dire elle s'est dit il faut qu'on contribue au problème en prélevant sur nos bénéfices ou notre chiffre d'affaires.
à l'époque, ce n'était pas défini, une partie pour le redonner à des associations environnementales, à des actions, entre guillemets, philanthropiques. Et donc, c'était fait de manière tacite, sans qu'il y ait de structure, et c'est seulement en 2001 que là, il s'est dit, mais nous, on le fait, c'est bien, mais finalement, ça, on pourrait en profiter pour inspirer d'autres entreprises, parce que seuls, on pas grand-chose, on n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Par contre, si on réussit à associer, à en faire un mouvement qui associe d'autres entreprises, là, on peut commencer à accélérer la cadence. Et donc, en 2001, il a créé, avec un de ses copains, 1% for the Planet, que probablement beaucoup d'entre vous connaissent aujourd'hui, qui s'est largement des alentours de 2000 à 2500 entreprises maintenant qui cotisent. Et donc, ça, c'est une des dates marquantes, je pense, de notre histoire. Plus tardivement, on est passé B Corp en 2012, mais c'est là aussi un point de passage, c'est-à-dire qu'on structure l'entreprise pour inscrire un petit peu dans l'ADN de l'entreprise son organisation à des fins justement environnementales, la prise en compte de l'environnemental et du social dans la destinée de l'entreprise, et ça au-delà de son fondateur, c'est-à-dire que si demain, mettons, Yvan Chouinard n'est plus là, mais que l'entreprise est rachetée, voilà, il y a toute une trame existante qui fait que voilà, elle ne pourrait pas se dérouter de ce pourquoi elle a été destinée. Voilà. Donc ça aussi, c'est un des points importants. Voilà. Puis je vous parlerai au fil de ma présentation d'autres éléments, mais je vais avancer. Depuis longtemps, ce qu'on appelle chez nous en interne notre mission statement, donc notre mission d'entreprise, elle est définie, elle est là pour garder le cap finalement chez chacun d'entre nous, dans tous les choix stratégiques que peut faire l'entreprise. Et donc, depuis, je pense, depuis les années 95, on a cette même mission statement qui est fabriquer les meilleurs produits, minimiser notre impact cause non unnecessary harm, donc causer le moins d'impact possible, et enfin utiliser le business pour inspirer et mettre en place des solutions à la crise environnementale. Donc, c'est assez complet. Et puis, je vais vous montrer un tout petit film qui va vous un petit peu le pourquoi du changement qui a été initié il y a 2 ans. Voilà, je reviens, je vous lance un petit film très court. Voilà, tout de suite. No longer can we assume the Earth's resources are limitless. We wrote this in our first catalog in 1972. Nearly 50 years later, it's only gotten worse. Today, the clothing industry contributes up to 10% of the pollution driving the climate crisis. For as long as we've been in business, we've seen quality as an environmental issue. That's why we build clothes to endure, so you don't need to buy new as often. We make gear with recycled materials. We grow food and fiber the way nature intended. We promote safe and fair labor conditions for workers. There are some things you can do too. When you want something new, ask yourself, do I really need it? Look for one product you can use in multiple ways. Repair what you wear out and pass things down. Demand recycled. Demand fair trade. Demand organic. Buy less. Demand more. Donc, en tout cas, face à ce constat qui est qui n'est pas forcément la pêche, puisque c'est une réalité auquel on fait face tous, Chouinard, lui, voilà, son maître mot, c'est de se dire que c'est pas un optimiste de nature, et face à la dépression, la seule chose qu'on puisse faire, c'est l'action. Et donc, c'est ce qui va un petit peu déterminer un peu toutes les directions que peut prendre l'entreprise. Et donc, je vous parlais du mission statement qui était un petit peu complexe et assez complet dans sa définition, et qui finalement, ces dernières années, s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus simple, qui est, voilà, nous sommes dans le business pour sauver la planète. Donc, en gros, on a bien vu le changement dans les 2 dernières années. Cette manière dont on pouvait appréhender les problèmes, les questions à tous les niveaux de l'entreprise, voilà, c'était une remise en question, une espèce de réflexion sur les postes de chacun, et comment on pouvait mieux incarner ces valeurs, comment on pouvait être plus efficace dans nos actions pour finalement
converger vers ce but et auquel on doit tous faire face, voilà, de sauver la planète. Donc, pour mener cette action, il faut la structurer un petit peu. Donc, il y a un premier pilier qui est assez évident pour une entreprise qui a effectivement un vrai impact sur l'environnement dans sa production. Hein. Quand on produit des vestes, des polaires, des pantalons, etc., c'est pas neutre. Il y a un vrai impact carbone qu'on peut pas négliger. Et donc, il convient en premier lieu de travailler sur cette question, la question de l'empreinte. Donc, je vais commencer par vous détailler un petit peu ce que l'entreprise fait vis-à-vis de ça. Et puis après, on regardera plus la partie qui sort directement du champ de l'entreprise elle-même et où on s'intéresse davantage aux espèces sauvages, à l'agriculture et à la transition énergétique. Donc, sur la partie empreinte, j'ai un slide qui résume assez bien les choses. L'idée, c'est d'essayer de réduire, réparer, réutiliser et recycler. Quelle que soit la manière dont vous allez produire votre article, même si on fait énormément pour minimiser dans la production l'impact environnemental, malgré tout, voilà, il y a une activité, il y a un impact. Donc l'idée, avant tout, c'est de réfléchir à ce qu'on peut faire pour minimiser l'utilisation du produit. Et donc là, voilà, il y a plusieurs choses. Un, c'est travailler sur le design. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été très présent chez nous, la notion de design, créer un design qui soit simple, fonctionnel, polyvalent, versatile, c'est polyvalent, facile d'utilisation, surtout sans effet de mode. La mode est faite pour accélérer l'utilisation des produits, pour faire du jetable, etc. Voilà, l'idée, c'est de, au contraire, développer des designs qui soient intemporels, et surtout durable et enfin recyclable. Un produit, si on le conçoit comme étant réparable, eh bien évidemment, sa durée de vie, elle est potentiellement énormément rallongée. Si ça l'est pas, eh ben voilà. Et l'impact du produit, l'impact carbone sur un produit, s'il peut être utilisé plus longtemps, ben forcément, ça réduit d'autant son bilan carbone. Donc le design, ensuite, c'est on parle de réduire, on a un rapport aux achats qui est parfois un peu compulsif et donc on doit tous s'interroger sur ce dont on a besoin ou pas besoin. Et ça, ce que vous voyez là, Don't Buy This Jacket, c'est une campagne qu'on a menée en 2011, je crois, et qui était assez marquante parce que c'est la première fois qu'une marque finalement prenait comme ça une double page dans le New York Times pour finalement inciter ces consommateurs potentiels à ne pas acheter un produit ou en tout cas de poser la bonne question de savoir s'ils en avaient vraiment besoin. Et donc, ça a été un point marquant et donc cette notion de réduire, d'acheter utile, c'est là qu'elle a vraiment apparu de manière forte et depuis, voilà, on a cessé de l'accélérer. Mais ça a été un point marquant qui est bien souvent utilisé d'ailleurs dans les universités, écoles qui étudient un petit peu au niveau marketing comment les marques gèrent leur rapport aux consommateurs, etc. Voilà, c'était un petit peu une phase nouvelle. Vous l'avez vu dans la petite vidéo de début, Buy Less, Demand More. Donc voilà, l'idée c'est de sensibiliser nos consommateurs au fait d'acheter utile, d'acheter d'abord s'ils en ont besoin, et d'acheter que s'ils en ont besoin, pardon, et surtout d'être plus vigilants sur ce qu'ils achètent, de demander des comptes dans ce qu'ils achètent, qu'est-ce que ça comprend, est-ce que les minimums en fait sont respectés, et quelle est la dimension sociale du produit, voilà. Donc donner de la transparence et permettre au consommateur finalement de s'intéresser à ce qu'il achète, s'impliquer dans son achat, donner du sens à son achat. Ensuite, il y a une autre dimension qui est celle de la réparation, parce que créer des produits, vendre des produits, c'est bien, mais les rendre réparables, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'occasion, l'opportunité de réduire d'autant l'impact carbone des articles. Et donc, ce qu'on a fait depuis 5 ans, on a créé quelque chose qui s'appelle OneWear. Et donc, c'est un tour. Donc, ça a commencé aux États-Unis et puis on l'a développé aussi en Europe. On a mis des petites remorques avec voilà, un petit peu sympa en bois comme ça et on se balade un petit peu en Europe et aux États-Unis sur des sites, soit des événements, dans des magasins, dans des villes. Et en gros, on propose aux gens de venir faire réparer leurs produits pour sensibiliser, pour changer les états d'esprit autour de finalement du fait qu'on a tendance à vouloir jeter le textile sans penser aux conséquences, alors que dans bien des cas, c'est simplement réparable.
Ensuite, en parallèle de ça, pour réduire toujours et réutiliser les produits, on a lancé, alors c'est pas encore présent en Europe, mais c'est quelque chose qu'on a lancé aux États-Unis. On a lancé un site qui est sous l'égide de patagonia.com qui propose des articles qui ont déjà été portés, donc des articles de second-hand. En gros, que consommateurs, nous, qui on donne une deuxième vie, parce que parfois, il y a encore une longue vie qui attend ces produits-là à être portés, et que simplement les détenteurs de ces produits-là en ont peut-être marre de la couleur, ils n'en ont plus le besoin, ça leur va plus, etc. Donc l'idée, c'est voilà, prolonger la durée de vie du produit en les rendant réutilisables. Donc là, c'est tout un modèle qui est développé. Ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre parce que ça demande beaucoup de logistique. Mais dans l'idée, c'est quelque chose qu'on va pousser très fort et on est en train d'étudier la mise en place en Europe également. Ensuite, autre dimension, la recyclabilité. Alors souvent, on voit beaucoup de marques qui parlent de produits qui soient recyclables, c'est très bien, mais en gros, ça ne garantit rien. En gros, 99% de ce qui part en déchetterie n'est pas recyclé dans le plastique, dans le vêtement, c'est très rarement recyclé. Donc, quand on achète un produit qu'on se dit « Ah bah c'est bien, c'est recyclable », oui, c'est bien, c'est un minimum, mais rien ne garantit qu'il sera recyclé en fin de vie. Donc, il finira très certainement, dans une majorité de cas, soit dans une déchetterie, soit brûlé et donc avec des émissions carbone à la clé. L'idée chez nous, c'est d'utiliser, plutôt que de prendre un polyester, quand on utilise du polyester ou du nylon, voilà, de prendre des matières vierges, et bien, passer sur des matières recyclées. Donc, on rachète soit ce qu'on appelle le PCR, de la matière plastique recyclée, soit on travaille enfin avec une marque qu'on a rachetée finalement, qui est en fait une marque qui récolte des filets de pêche en mer, dans les océans, et qui, à partir de ces filets de pêche, finalement, produit une base plastique qu'on réutilise pour tous les vêtements, parce qu'on a quand même beaucoup de vêtements qui sont soit en polyester, soit en nylon. Et donc, voilà, ça, c'est une grosse source d'approvisionnement aujourd'hui. Là, vous voyez, 87%, ça c'est aujourd'hui. Il y a 4-5 ans, on devait être à 20%. Donc, c'est quelque chose qui a énormément grandi ces dernières années et on sera à 100% très certainement d'ici quelques saisons. Voilà. Ensuite, en parallèle de ça, évidemment, on continue à travailler les matières naturelles comme le coton organique, le chanvre, le tencel, toutes ces matières naturelles, si elles sont bien produites, c'est-à-dire dans une logique organique, évidemment, c'est des sources intéressantes pour faire nos produits. On fait des combinaisons de surf et là aussi, on a un petit peu révolutionné le marché en amenant, il y a une petite dizaine d'années, une combinaison en fait fabriquée non pas à partir de dérivés pétrole, comme le sont les combinaisons néoprène d'une manière générale, mais à partir d'une plante, un lait, une espèce de caoutchouc naturel qui est prélevé. Et à partir de ce caoutchouc naturel, on peut fabriquer une combinaison de surf qui, du coup, qui est quasiment compostable en fin de vie. Donc, c'est une vraie avancée qui, peu à peu, révolutionne le monde du surf. Voilà, et c'est quelque chose qui est possible. Donc, voilà, il y a aussi des révolutions possibles. Puis dans d'autres créneaux sur lesquels on est présent, comme le duvet, là où on a aussi à jouer un rôle, notamment par rapport au bien-être animal. Il y a toute une polémique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à une époque sur les oies qui sont utilisées sur lesquelles on prélève le duvet, les oies ou les canards d'ailleurs, et sur qui on prélève les duvets de manière vivante ou qui sont utilisés pour l'industrie du foie gras, etc. Donc, on a mis en place un standard pour s'assurer que l'ensemble du sourcing qu'on a pour le duvet qu'on produit soit respectueux de l'animal et du coup, on n'utilise pas, on s'assure que dans le process d'approvisionnement, on n'utilise pas d'oie pour foie gras ou d'oie sur lequel on appelle le live plucking, donc c'est le prélèvement animal vivant. Voilà. Et pareil, dans le mérino, on utilise aussi beaucoup de nos produits sont en mérino. Donc, et là aussi, il y a pas mal de problèmes autour de l'animal. Et on a, je ne rentrerai pas dans le détail parce que là, c'est assez complexe, mais voilà, on a travaillé longtemps pour mettre en place ce sort de label et s'assurer que l'animal puisse habiter. On parle des animaux, mais voilà, probablement un des projets qui s'est développé
de ces 10 dernières années, c'est la partie fair trade. C'est-à-dire que si on prend Patagonia à 10 ans, on ne parlait pas tellement de ces notions-là. C'est quelque chose on n'était pas dans le… on était plutôt vraiment dans le 100% environnemental, et la dimension sociale, elle a vraiment pris une ampleur importante ces 10 dernières années, avec ce label Fairtrade qui garantit auprès de tous les producteurs chez qui on achète nos produits, chez qui on les fait construire, nos usines, d'avoir une juste répartition finalement des bénéfices, du chiffre d'affaires, et de leur amener. En fait, le producteur, c'est-à-dire nous, le commanditaire, on accepte de payer un surplus dans le prix d'achat. Frédéric, j'ai une L'usine, et finalement ce Frédéric pécule est redonné aux salariés, soit sous la forme de… Oui, allô? Oui, Oui. Frédéric. Oui. Il y a une petite coupure, mais on n'a pas entendu la phrase de fin. Ok, donc je réexplique le fair trade. Donc la dimension fair trade, qui est une dimension sociale, c'est un label qui garantit en fait une juste rétribution des producteurs. Que évidemment on respecte les minimums sociaux qui sont établis dans les pays dans lesquels on fait fabriquer, mais surtout qui va au-delà et qui donne un surplus du prix d'achat. C'est-à-dire nous, on paye une sorte de prime qui sert à alimenter soit des projets communs de l'entreprise, comme mettre une qui offre des services aux employés, soit un surplus numéraire à chaque employé de l'entreprise. Et donc ça, il y a 8 ou 9 ans, quand on l'a lancé, c'était 14 produits dans la ligne. Aujourd'hui, c'est 86% de la collection, et on sera bientôt sur 100%. Chaque fois qu'on renouvelle un produit dans la gamme, on s'assure qu'on fait produire ça auprès d'une entreprise, d'un sous-traitant qui est Fairtrade Certified. Donc, comme je vous le disais, la cure de la dépression, c'est plutôt le remède à la dépression, c'est l'action. Et du coup, je vous parlais de 1% pour la planète. L'idée, c'est finalement de s'auto-taxer et puis de reverser l'environnement à des situations environnementales une partie de notre chiffre d'affaires. Ça, c'est bien, mais l'idée, c'était surtout inspirer, donner envie à d'autres de faire pareil. En tout cas, donc via 1% for the Planet, c'est ce qui a été possible. Et aujourd'hui, c'est plus de 100 millions qui ont été donnés, 100 millions de dollars qui ont été donnés par Patagonia à l'environnement via ce relais de 1% for the Planet, et sur des dans des directions qui sont autour de la terre, de la mer, enfin des eaux en général, d'ailleurs les rivières, sur le climat, sur les pu être supportés grâce aux fonds liés au 1% for the Planet. Et c'est d'autant plus vrai ces dernières années où on a surenchéri sur ce 1%, donc qui est une taxe annuelle, sur des opérations spécifiques comme Black Friday par exemple, ou sur cette journée qui est une journée de la consommation un peu folle, on prend exactement le contre-pied, et où nous on a décidé de donner par exemple en 2016 100% du chiffre d'affaires qui était généré par nos magasins, reverser ça justement en plus comme une prime aux actions environnementales via 1% for the Planet. Donc c'était une journée qu'on appelait 100% for the Planet. Et voilà, c'est le type d'initiative qu'on a eu, soit via des fonds, soit aussi d'autres années, on a plutôt essayé d'associer nos revendeurs, d'associer l'ensemble de Gift of Giving sur cette journée de Black Friday, d'avoir une action philanthropique vers ces associations-là, et donc là aussi essayer d'inspirer et d'emmener du monde sur notre chemin. Toujours dans cette section un peu plus activiste, parce que voilà, avoir une empreinte c'est bien, mais gérer son empreinte c'est une chose, et après on se rend bien compte que quand même on serait 100% propre, c'est pas suffisant pour accomplir la mission de l'entreprise. Encore une fois, il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Et pour ça, on est, et ça peut paraître un peu décalé pour nous en France parfois, c'est que Patagonia a vraiment une dimension politique, notamment aux États-Unis. C'est plus fort aux États-Unis que chez nous, mais Chouinard croit beaucoup dans le fait qu'on a une action de potentiel d'influence par nos consommateurs, par ce qu'on peut promouvoir, par les films qui peuvent dénoncer, etc., vers
les politiques, et qu'il n'y a qu'en poussant les politiques qu'on réussira à faire changer les choses, et que seul dans notre coin, on aura beau faire les choses proprement, ça ne suffira pas. Ça, c'est une évidence. Et donc, chaque fois qu'il y a des occasions fortes, comme une nouvelle élection aux États-Unis ou dans n'importe quel pays, on prend parti, non pas pour dire, tiens, c'est tel candidat qu'on va supporter, mais en gros pour inciter nos consommateurs à intégrer la dimension environnement dans le choix qu'ils peuvent faire et voter pour la planète. Voilà, et donc, bon, il y a plein d'exemples, je vous passe pas mal de détails parce que sinon je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais donc c'est à la fois ça, c'est aussi quand les jeunes se mobilisent pour le climat, comme vous avez pu en entendre parler déjà mal de fois, là aussi on est actif, on les soutient, on ferme nos magasins pour rendre possible la participation de nos employés à participer à ces journées d'activisme et de mobilisation. Voilà, donc ça fait partie des journées fortes auxquelles une grosse partie des employés prennent part. Ensuite, on a aussi sur notre site web développé des fonctions qui permettent d'aller au-delà, parce que donner des fonds aux associations, c'est une chose, mais parfois, ce qui aide les associations, les ONG à accomplir leur mission, ce n'est pas toujours des fonds, parfois ça peut être aussi des compétences, ça peut être du temps qu'on peut avoir nous, les employés, et donc là, sur notre site, via ce qu'on appelle Patagonia Action Works, on met finalement en perspective et on met en relation des associations qu'on subventionne, des compétences que certains de nos consommateurs peuvent avoir, que nous, employés, on pourrait avoir. Et donc, on met en perspective tout ça pour finalement que les gens se connaissent, puissent éventuellement s'aider les uns les autres, donner de l'argent, c'est-à-dire qu'on incite aussi nos consommateurs, s'ils le souhaitent, à subventionner, donner un peu d'argent, avoir une action philanthropique vis-à-vis des associations qu'on défend, et puis donner aussi un espace d'expression à ces mêmes associations pour leur donner de la lisibilité dans les combats qu'elles peuvent mener, parce que c'est souvent le problème auquel elles font face, c'est le manque de moyens, le manque de communication, et donc on est un relais pour elles, pour faire valoir ce qu'elles mettent ce sur quoi ils travaillent. Plus sur les espèces sauvages et puis on va dire la nature en général, on a aussi, alors souvent c'est au travers de films qu'on dénonce ces excès-là ou ces problèmes-là. Ça a pu se faire sur des stations, de la création de stations de ski dans certaines régions. Je pense notamment à Jumbo Wild au Canada, où on s'était mobilisé pour empêcher ça pour plein de raisons. Ça peut être notamment, celle qui a fait le plus parler ces dernières années, c'est Public Trust, que vous voyez ici sur votre droite, qui correspond en fait à un projet de Donald Trump de finalement privatiser des zones de l'espace public qui étaient des parcs nationaux, une partie de parcs nationaux, donc des terres qui étaient protégées, et donc les déprotéger pour y avoir des projets liés à l'exploitation pétrolière, etc. Donc, clairement, chaque fois qu'on peut, on prend parti, on dénonce, et que ce soit en Tasmanie, ici avec Trump aux États-Unis. C'est aussi au sujet des rivières. Il y a une grosse sensibilité sur les rivières avec un film Damnation que je vous invite à découvrir si ça vous intéresse, mais qui explique un petit peu les limites de l'hydroélectrique et des abus qu'on a pu voir sur l'hydroélectrique, et notamment Blue Heart, qui est un combat européen pour le coup, observer une des dernières séries de rivières dans les Balkans naturelles qui ne sont pas coupées ça et là, et donc pour essayer de préserver l'actif, le patrimoine européen. Et puis donc une autre partie, un autre pan qui est sur l'énergétique. L'énergie, alors ça c'est plus récent, c'est des actions pour finalement mettre l'énergie au centre de l'attention des citoyens. Nous tous face à finalement à ce qu'on appelle le côté coopératif, c'est-à-dire intéresser le citoyen dans quelle énergie j'utilise et comment moi je peux prendre parti à ça, et pas forcément de manière à accélérer finalement le financement des énergies propres. L'idée derrière est là. Donc il y a tout un plan, un film aussi autour de ça qui explique en quoi on veut essayer de développer ça. On travaille avec des associations locales en France et dans tous les pays européens et aussi aux US pour justement nous accompagner à sensibiliser autour de
ce qu'on peut faire sur le plan de l'énergie. Je vous donnerai juste un exemple qui m'a moins marqué. On a convaincu une de nos, comment dire, de nos factories, une des comment dire, de factories en Asie, de changer, qui nous faisait une partie importante de nos produits, de changer fournisseur électrique, passer à un électrique entre guillemets. Et ce seul changement à lui-même, à lui seul, a permis de diminuer, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais diminuer de manière drastique le coût carbone qu'on pouvait avoir dans la fabrication sur cette gamme. Et ça, pour vous donner un chiffre, il faut savoir que 93% du coût carbone de Patagonia aujourd'hui est lié à ses produits, sa fabrication, etc. Il ne s'agit pas du transport, il s'agit pas. Parfois, on a ça en tête. Dans le gros de l'impact carbone est lié sur la fabrication du produit. C'est l'usine où on le fabrique, comment c'est chauffé, le fil, le tissu. Voilà. C'est tous ces éléments-là qui impactent le gros de notre bilan carbone. Donc, c'est là qu'on peut agir le plus. Et parfois, de petites décisions comme celle-ci ont tout de suite un effet important sur l'issue et donc voilà, ça peut être tout à fait vertueux. Autre pan de nouveau de ce sur quoi on se penche et ce sur quoi on met des moyens, c'est la sensibilisation à l'agriculture régénérative. Donc dans les années 90, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait transité vers la culture du coton organique. En gros, ça veut dire que on met pas de mal supplémentaire à la terre. On va pas comment dire avoir un bilan négatif sur le plan carbone, mais en revanche, on ne rétablit pas, on n'améliore pas le bilan. Or, avec d'autres types de pratiques de l'agriculture, surtout quand on sait que l'agriculture est la source, selon les évaluations, autour de 25% du bilan carbone de la planète. Donc, c'est une très, très lourde facture. C'est-à-dire qu'il y a un gros levier via l'agriculture pour finalement régler le problème des gaz à effet de serre. Et il ne faut pas le minimiser. Donc, en passant à une agriculture régénérative, on a possibilité pas simplement de ne pas causer finalement de mal complémentaire, mais on a possibilité d'améliorer le bilan. Et ça, c'est une nouvelle source d'espoir. Et donc, on essaie d'accélérer cette prise de conscience-là. On finance, par exemple, des associations. J'en connais une, par exemple, en Belgique, qui consiste à aider dans la transition énergétique et dans la transition agricole certains agriculteurs qui voudraient passer vers une agriculture plus propre, qui sont des agriculteurs conventionnels, mais ils ne savent pas trop forcément comment s'y prendre. Et donc, il y a des associations qui les aident finalement à comprendre comment ils peuvent faire cette transition-là et donc avoir une action bénéfique. Donc, bon, évidemment, on les subventionne. On a une autre dimension qui est la dimension provision chez nous, c'est un pan de l'activité, c'est-à-dire qu'on ne vend pas que des vêtements. Alors on ne le fait pas en Europe pour l'instant, c'est uniquement aux États-Unis, mais donc qui va aussi dans le sens de l'agriculture, avec c'est du saumon, c'est des barres de céréales, c'est des soupes, bref, il y a tout un tas donc on est dans l'alimentaire également, avec évidemment une approche organique et une lecture super transparente de toute la filière d'approvisionnement, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'on envisage à développer aussi pour l'Europe. Et donc, c'est aussi ce qui nous encourage à sensibiliser davantage sur la partie agricole. Et puis, pour finir, sur cette introduction de Patagonia, je vous partage un petit film justement pour aller plus loin dans la compréhension de cette agriculture régénérative. Et donc, j'ai un tout petit film qui va faire le finish de cette présentation. On va voir si... Eh ben, je lance et on voit. I'm not a very hopeful person. I'm an active person. I feel like we're part of the solution and not the problem. And, you know, scientists have warned us that it looks pretty grim if we don't do anything. There's a new certification that's out in the world called the Regenerative Organic Certification, and Patagonia has been piloting this for the past 2 years. Regenerative organic agriculture takes the best parts of organic agriculture and it builds on it and says, what's the best practices that we can use for soil health, for animal welfare, for labor, and for farmers?
and it combines it into one standard, which has really been missing over the last 25 years. We started with 150 farmers in India. They did it all naturally and they had complete success. पहले हमारे परदादा भी ऐसे ही खेती करते थे। जब से हम आरओसी करने लगे हैं तो उत्पादन भी थोड़ा, कपास के अंदर मिश्रित खेती, मतलब अंदर सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द सभी चीज़ें लगाते थोड़ा थोड़ा। The best part, I think, about regenerative organic is that the most efficient farm is about 1.5 acres. 2 people can manage a farm of that size. The yield can be 6 to 8 times more than industrial agriculture. Every time it rains, water doesn't run off, drought resistant, and it keeps the weeds down. You can do one small step at a time. Using compost instead of liquid fertilizer, figuring out a good cover crop by not letting your land be fallow. That's the revolution that's happening around the world right now. Agriculture can either be part of the solution or part of the problem. Making apparel has a very wide spectrum of impacts. We're using energy, we're using water, we're creating waste. We're trying to look at every part of our supply chain and how we can create positive change. We build product to show that there is a different path forward. Farmers can't just flip the switch without systems level change. We really need to support our farmers, whether that's just in your everyday purchases or whether that's by advocating for policy. If we all work together, we can get there. When one buys clothing made out of regenerative organic cotton, it's really a commitment to this test around agriculture. You know, every time we sit down to eat, we're making a series of votes for a certain kind of world. We get to do it 3 times a day. And that's a great power that the consumer has. Voilà pour cette petite présentation d'un petit peu de notre univers. Je ne sais pas si vous avez entendu les applaudissements, mais je pense que voilà, ça Oui. a plu. Je pense qu'on peut prendre parfait. quelques minutes pour des questions, parce que franchement, on a entendu plein de choses qui parlent après cet après-midi autour, vous l'avez entendu Frédéric, les 9 mouvements dont parlait Charles, les valeurs de l'association qu'on porte. Et peut-être qu'il y a des questions pour aller plus loin sur la présentation que nous a faite Frédéric. Damien Subi, je suis ingénieur de formation et je viens de créer une entreprise avec un associé sur les nouvelles mobilités. Donc, on est à l'étape où toute décision qu'on prend, on a l'impression que c'est la décision qui va changer la donne, notamment sur notre implication concernant la crise du climat. J'aime beaucoup Pantagania parce que ça fait vraiment rêver. Tout ce qu'on a vu, ça donne vraiment des idées que c'est possible. Pouvez-vous nous parler un peu de vos échecs ou des décisions qui n'ont pas marché ou des trucs qui ont foiré et illustrer un peu que ça n'a pas été si facile que ça. Merci. Ok, Bon, merci. Frédéric, Ouais, j'ai bien compris. J'entends très bien. Parfait. Des échecs. Alors déjà, il y a eu parfois, je vous parlais tout à l'heure, par exemple, dans le bien-être animal, on a eu, avant d'établir on va dire le label, que ce soit dans le mérino ou dans le duvet, c'est aussi des choses sur lesquelles on a appris parce qu'il y a eu un échec, c'est-à-dire que c'est plutôt les associations défense d'animaux qui ont attiré notre attention là-dessus. Et par exemple, je pense au mérino, on avait une ligne de mérino sous-vêtements qui marchait très très bien, qu'on vendait très bien, comme certains de nos concurrents d'ailleurs. Et on s'était peut-être pas plus intéressé que ça aux détails de la filière d'approvisionnement. Et c'est donc PETA, l'association internationale de défense des animaux, qui a dénoncé en fait un problème. Clairement, ils ont fait un petit film chez un de nos sous-traitants. Et voilà, ça nous a été renvoyé. On a tous stupeur et tremblement, voilà, découvert ça. Et alors, clairement, c'est un échec parce qu'on a un discours de qualité, on a un discours de confiance et de transparence vis-à-vis des consommateurs. Et c'est cette relation sur le long terme, c'est elle qui prime, qui a toujours primé. Et d'ailleurs, je pense que voilà, un échec a été transformé en succès, c'est que sous 4 jours, la CIO de l'époque, j'étais là, donc je l'ai vécu, elle a pris la décision d'arrêter la commercialisation de tous ces produits. Ce qui, d'un point de vue commercial pour nous, était très impactant. Il faut dire ce qui est très impactant. Et
et voilà, les valeurs ont pris le dessus à chaque fois sur le reste. Alors sur le court terme, le coût est plus lourd parce qu'on aurait sûrement pu faire autrement, mais on aurait eu un compromis finalement sur qui on est et sur l'essence même qui est la marque et justement cette confiance du consommateur. Et au contraire, voilà, elle a dit non, on va encaisser le coup et voilà, on met à plat la filière. Pendant 2 ans ou 3 ans, on n'a plus de Merino dans la gamme, jusqu'à ce qu'on reconstruise une vraie filière et qu'on puisse avoir quelque chose sur lequel se baser et comment pouvoir garantir cette transparence. Et c'est là qu'on a mis en place d'ailleurs ce label qui du coup nous sert un petit peu d'étoile du Nord depuis. Ça, c'est un exemple, mais l'exemple du coton organique dans les années 90, c'est ça, hein, on n'est pas passé au coton organique juste comme ça par hasard. C'est venu aussi d'un échec, et notamment d'une prise de conscience. Un de nos magasins aux États-Unis, une intoxication dans un des magasins à partir du système de ventilation. Bon, je vous passe tous les détails, mais il aura fallu un moment avant de se rendre compte de ce qui s'était passé. Là, Chouinard a su ça. Ils se sont intéressés aux fibres, à mieux comprendre justement cet audit des matières, à savoir dans ce qu'on fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et à partir de là, dire waouh, prise de conscience, le coton, on est en train de vendre un produit qui finalement est pas bon. Le coton, on croyait que c'était bon, ça n'est pas bon. Bon, ben, il faut retravailler la filière. Et sous 2 ans, donc ils ont coupé la ligne en deux. Parce qu'il y avait pas, il suffisait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dites tiens, je vais faire du coton organique. Vous allez voir un producteur, il a dans ses possibilités, vous offre du coton organique. Vous pouvez l'acheter, vous n'êtes pas limité. On est dans un marché assez liquide. À l'époque, c'était pas le cas. En 96, le coton organique, on le trouve pas. Donc, il fallait travailler, développer la filière pour pouvoir garantir ça. Et ça a pris 2 ans. Et on est passé à du 100%. Et depuis, on n'a pas évidemment pas fait marche arrière. Donc voilà, on le prend, je crois, comme un l'échec doit être un moyen de se poser les bonnes questions, je pense. Merci. J'ai eu des petites expériences avec des personnes des milieux défavorisés et je me demande comment une entreprise d'envergure mondiale comme la vôtre, qui agit justement sur la consommation directe des personnes, peut rendre ce combat global et qui puisse prendre en considération tous les gens de la société et qu'on ne soit pas justement sur des problématiques, je vais être un peu dur, mais d'occidentaux relativement privilégiés. Notre position là-dessus, c'est de se dire, on n'essaie pas d'être le moins cher, clairement, et on n'est pas les moins chers d'ailleurs. Et on ne peut pas résoudre à la fois le problème d'un côté et en même temps vendre nos produits au mieux disant au moins cher possible. C'est pas possible. Et à un moment donné, il faut aligner les deux. Donc le discours, c'est plutôt d'encourager les clients à faire des choix éclairés, consommer moins, mais consommer mieux. C'est-à-dire, c'est consommer, c'est peut-être là où vous en auriez acheté 3 chez H&M, et ben vous en achetez qu'un, et ce 1, s'il est suffisamment polyvalent, vous pouvez l'utiliser dans une majorité de cas, et ben on pense que ça résout. Donc, c'est approcher finalement différemment la manière dont on consomme. Et on a dans notre clientèle, on n'a pas qu'une clientèle friquée comme on pourrait croire. Il y a de plus en plus d'ailleurs une clientèle qui vient et qui fait un investissement. On ne parle pas d'un achat, mais plutôt d'un investissement. Elle investit dans un produit qui sera durable, etc., plutôt qu'un produit jetable. Elle va en acheter 10 tous les 2 ans, quoi. Et après, est-ce que vous avez une influence auprès des personnes aussi, une influence morale, quoi? Alors, est-ce qu'on a une influence? Honnêtement, je pense que oui. Et je pense que, moi, j'ai commencé chez Patagonia à titre personnel il y a 22 ans. À l'époque, sûrement beaucoup moins, ça c'est sûr, parce qu'à l'époque, les valeurs qui sont les nôtres, elles étaient moins dans l'air du temps. C'était à la fois très précurseur, mais en même temps, ça n'intéressait pas grand monde, faut dire ce qui est. Et quand on voit maintenant, au contraire, tous les jours, j'ai la confirmation que ce soit nos concurrents, que ce soit toutes les parties prenantes avec lesquelles on est en discussion, nos clients, etc., tous nous prennent un peu comme la marque qui les inspire dans leur voie de développement. Et donc, je me dis que oui, et de toute façon, c'est même essentiel, ça fait partie je le disais tout à l'heure, de notre mission statement, que d'inspirer les autres, parce que le faire seul, c'est bien, mais on n'avancera pas seul. Je veux dire, même si Patagonia fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires et que ça fait ce que ça fait, ça reste une goutte d'eau face à l'immensité de
du challenge qui est face à nous. Donc, même si on était mieux que parfait, on l'est pas d'ailleurs, mais même si on était mieux que parfait dès aujourd'hui, ça changerait pas l'équation. L'équation, pour la changer, il faut au contraire montrer que c'est un chemin et qu'on avance dans ce chemin-là et qu'on amène tout le monde derrière nous, avec nous. Et pour illustrer ça d'ailleurs, on a ce qu'on a fait, je vous ai parlé du ULEX tout à l'heure, qui sont nos combinaisons de surf. Quand on a eu cette innovation finalement sur le marché, on pourrait imaginer deux manières d'appréhender les choses. Vous avez des marques, moi ça m'a surpris sur le coup, à l'époque je voyais ça avec beaucoup d'étonnement, mais je comprends aujourd'hui en tout cas, c'est qu'on aurait pu imaginer se dire, tiens, on a une innovation, on est les seuls à pouvoir faire ça, on va se garder ça pour nous et puis on va le vendre sur le marché, et génial, on aura une super histoire à raconter, etc. Et à l'époque, Ventura, donc nos bureaux à Ventura en Californie, nous ont dit non, on va au contraire aller voir tous les concurrents, on va aller voir toute l'industrie pour leur dire, si on achète cette technologie-là tous ensemble, on a moyen de révolutionner finalement la manière dont les combinaisons de surf sont aujourd'hui produites et donc d'avoir un impact énorme sur l'industrie. Et tous n'ont pas suivi, mais certains ont suivi. Et du coup, voilà, c'est cette mentalité finalement de montrer qu'on trouve quelque chose plutôt que forcément le garder pour nous et se dire on va en faire un avantage compétitif. De le partager, ça a aussi eu des vertus qu'il ne faut pas ignorer. Merci Frédéric en tout cas. Donc vous restez en ligne. On va continuer à échanger, comme je disais, à se poser des questions. Je vais inviter en fait trois autres acteurs locaux qui travaillent et qui, dans cette optique aussi, de transformer leur modèle et qui au quotidien essayent de créer ces nouveaux modèles, de répondre à ces enjeux qu'on a vus avec Frédéric au travers de l'expérience de Patagonia.